Salut tout le monde, c'est Sneakit. La dernière fois que j'ai fait ma vidéo Manga Take de A à Z, qui a beaucoup plu, vous m'avez fait remarquer à juste titre qu'il y avait beaucoup de mangas mainstream. C'est vrai, parce que ici le but c'était de parler de mangas qui m'ont marqué, qui m'ont construit dans un sens, et qui sont importants pour moi. Et c'est vrai qu'on peut difficilement passer à côté de certains grands classiques, surtout quand on a été biberonné au Club Dorothée. Mais il est vrai que l'importance de cette chaîne, c'est quand même d'aller un peu creuser dans du pas commun. C'est quand même le but, de vous faire découvrir des choses. Et d'ailleurs, plusieurs d'entre vous m'ont demandé une V2, où on va parler de mangas beaucoup moins connus. C'est donc le cas aujourd'hui. Donc, évidemment, on va fixer quelques règles. On va toujours reprendre un manga par lettre de l'alphabet, mais on ne va évidemment pas reprendre des mangas de la liste précédente, même si certains étaient quand même des mangas qui rentraient dans le critère du pas très connu, genre X-Blade. Je pense pas que beaucoup d'entre vous connaissaient. Qu'à cela ne tienne. On va aussi évidemment donc aller chercher dans le fond du panier, dans les trucs dont on ne parle pas souvent, dont je ne parle pas souvent. Par exemple, les mangas qui font partie de mes achats quotidiens, on va passer à côté aussi. Si j'en parle dans une vidéo sur deux, c'est que c'est pas si inconnu que ça. Et troisième chose, évidemment, il faut que ce soit de bons mangas. Alors évidemment, bon manga, c'est à l'appréciation de chacun. On aime ou on n'aime pas. En tout cas, c'est des mangas que personnellement, je peux vous recommander. Je ne vais pas m'amuser à sortir des mangas tout pourris juste pour le plaisir de boucher une lettre par-ci, par-là. Voilà, j'espère en tout cas que vous allez apprécier cette petite liste. On va d'ailleurs commencer avec, pour la lettre A, Ai Non-Stop, donc de Ken Akamatsu, donc l'auteur de Lovina, d'ailleurs c'est marqué là. C'est une ancienne série, a terminé en 8 volumes, que je trouve assez facilement. Et qui a... Alors non, le sujet qui est traité ici est d'actualité, puisqu'on va parler de AI, Artificial Intelligence. Évidemment, le paradoxe, c'est que non, on parle d'un sujet récent, mais avec une technologie qui est évidemment excessivement dépassée. Rien que si on regarde ici l'ordinateur du monsieur, les ordinateurs avec déjà rien qu'un écran non plat, oh mon Dieu, une hérésie. Mais voilà, donc ça pourrait choquer certains parmi vous, parmi les plus jeunes, si vous êtes notamment nés après les années 2000, quand on va vous parler de sauvegarder sur des disquettes, tout ça, bon, ça pourrait un peu passer, mais ça amène aussi un charme. Ça amène aussi un charme, évidemment, à l'histoire. Moi, j'aime bien ce petit côté-là, mais en même temps, j'ai connu. Donc, l'histoire, justement, parlons-en. Donc, le héros principal est un jeune homme, tout ce qu'il y a de plus normal, passionné d'ordinateur et de technologie, et il s'est amusé à bidouiller sur son ordinateur un programme, une sorte de jeu de romance, en gros. Il flirte avec une fille virtuelle. Et puis un jour où le programme va planter, la foudre va justement à ce moment-là tomber sur la maison, et cette jeune fille, donc qui ne s'appelle pas Ai du tout, mais je n'ai plus du tout les noms en tête, ça fait tellement longtemps, va littéralement sortir de la machine et lui faire coucou. Donc, petite comédie romantique, évidemment, puisque... Alors, elle est mignonne, mais elle n'est pas parfaite. C'est un robot, en quelque sorte. Elle ne sait que ce qu'on l'a programmé. Donc, par exemple, la première fois qu'elle lui fera bouffer, elle va mettre de la poudre. Je crois qu'elle met de la poudre à lessiver dans les plats parce qu'elle trouve ça joli. Bon, voilà. Évidemment, que serait un beau roman de romance sans un triangle amoureux ou autre, puisque ça va repartir. Il y a plusieurs autres filles qui vont sortir de l'ordinateur. La première, c'est une sorte de un peu dominatrice, comme ça, la queer moustache.
Et la deuxième, là le programme a carrément bugué et il y a deux personnalités en un, c'est-à-dire que de temps en temps elle est une fille, de temps en temps elle est un garçon. Ça aussi c'est d'actualité d'ailleurs. Donc un bon petit manga assez intéressant dont on parle très peu évidemment. Alors, le suivant, donc pour la lettre B, manga que j'ai beaucoup apprécié. Ici, on va parler de BTX de Kurumada, l'auteur de Senseiya. Là, je vais pas me faire des potes, mais actuellement, bon, on parle beaucoup de Kojiro du clan Fuma. En termes d'histoire, je trouve ça excessivement mauvais. Naban a fait un travail de malade sur le manga. L'édition est impeccable, le fait d'avoir remis les chapitres avec les petites phrases d'accroche des tento et tout ça, c'est exceptionnel. Donc en termes de patrimoine, c'est vraiment bien, mais l'histoire était quand même assez pourrie. Tous les persos se ressemblent, l'idée de se mettre sur la gueule est nulle, les combats sont relativement expédiés. Bref, je trouve qu'il n'y a rien qui va. On m'a déjà fait, parce que celui-là j'en avais déjà parlé, la même critique là-dessus en disant qu'il était assez pourri. Donc, encore une fois, c'est vraiment l'exemple du chacun ses goûts. Moi, j'ai beaucoup aimé la proposition de celui-là. On retrouve évidemment le dessin du maître, mais là, comme il y a un peu moins de personnages, ils sont déjà un peu plus travaillés et un peu plus différents et emblématiques. On est sur un côté aussi très science-fiction, et je pense que ça passe plutôt pas mal. Hop, puisque l'idée derrière, c'est des combats humains et machines. Grosso modo, donc ce personnage-là, qui a ce petit côté Seiya, mais ça c'est vraiment c'est sa signature. Et vous me direz, Hara fait pareil, hein, tous ces personnages ressemblent un petit peu à Kenshiro. Donc il doit aller retrouver son frère, qui est un immense scientifique reconnu dans le domaine de la robotique. Et quand il va le rencontrer, après une longue période de séparation, l'Empire des machines vient le kidnapper. C'est quand même pas de bol. Et donc, pour sauver son frère, il va devoir aller se battre contre l'Empire des machines. Sauf que l'Empire des machines, ils ont ce qu'on appelle des BT. Hop, parce qu'on en trouve un vite fait. Voilà, on en voit ici. Les BT, ce sont des gros robots qui ressemblent globalement à des animaux. Et évidemment, il y a ce côté, plus l'animal est un peu classe, un peu légendaire, plus il sera puissant, plus... Voilà. Mais lui, justement, il n'y a pas de BT à la base. Mais, coup de bol, quand il va se promener dans une décharge et laissé à moitié mort par ses ennemis qui vont saigner à blanc, son sang va activer donc X qu'on voit ici, qui est un Kijin, hein, c'est une sorte de cheval légendaire. Ce qui est déjà paradoxal, puisque normalement, un BT n'a qu'un propriétaire, puisqu'ils sont liés par le sang, ils sont censés mourir avec lui. Pour ça qu'aussi, à ce côté, il va pas le reconnaître dès le début, ils vont s'entraîner, ils vont progresser ensemble. On va se rendre compte que X, comme je l'ai dit, c'est un animal légendaire, donc ça faisait partie des 4 gardiens, avec le dragon, la tortue et le phénix. Et on retrouve vraiment la vibe de Senseiya, avec ce mec qui doit progresser pour atteindre son objectif avant qu'il ne soit trop tard, et qui va justement passer par par des cercles ici plutôt que par des maisons du Zodiaque, où il va d'abord affronter des clans, enfin des soldats de base, puis des sergents, des capitaines, des généraux et tout ça. Ça marche vraiment pas mal. Honnêtement, c'est une très bonne série, assez dure à trouver malheureusement. Vous avez un animé, si vous êtes curieux, mais alors l'opening du dessin animé est juste génial, moi j'adore personnellement, mais la fin est bâclée, c'est-à-dire qu'on a fait voilà, et ils vécurent heureux et sur beaucoup d'enfants. Hein, c'est tout. Évidemment, le manga a une vraie fin. Ensuite, pour la lettre C, sûrement une de mes romances préférées, puisqu'il s'agit de Chibi Vampire Karin. La romance, c'est toujours très très cool, mais une bonne romance, il faut autre chose. Alors, en général, romance et sport, ça marche aux petits oignons. Mais ici, on est sur romance et fantastique. Hop là. Puisque vous l'aurez peut-être deviné avec les petits dessins subtils, genre les chauves-souris là-bas, mais Karine fait partie d'une famille de vampires. Fait partie, oui,
mais elle n'est pas un vampire elle-même. C'est ça qui est plutôt pas mal bien trouvé, la première fois qu'on utilise ça en tout cas, que je le vois. C'est un vampire inversé, c'est-à-dire qu'elle, elle vit le jour sans aucun problème, et plutôt que de boire du sang, elle en produit même en surplus, et tous les X temps, elle va devoir mordre des gens pour leur transférer son sang, ce qui va en plus leur donner une pêche de malade. Mais évidemment, produire du sang, c'est pas toujours facile, surtout qu'elle ne le contrôle pas. Un peu comme une grosse envie de pisser, si je devrais un peu parler platement. Et justement, arrive dans sa classe un nouvel élève, est-ce qu'on le voit quelque part, voilà, qui est là, qui lui, bizarrement, dès qu'elle l'approche, elle a le sang qui lui monte à la tête et elle doit trouver quelqu'un pour s'en débarrasser. À défaut, elle peut le boire un peu comme avec un saignement de nez, ce qui n'est pas très agréable. Mais malheureusement, comme lui va croire qu'elle le fouille par délit de sale gueule, va lui courir après et va donc la voir pisser le sang comme c'est pas permis, et va de fait découvrir son secret. S'ensuit évidemment une relation de confident entre les deux, puisque lui va justement devenir son humain de protection, puisque ses parents ne peuvent pas s'occuper d'elle le jour parce que c'est des vampires et donc ils dorment. Lui va prendre ce rôle-là et en échange va être protégé par les vampires, ou en tout cas ne va pas subir l'effacement de la mémoire. La relation est plutôt sympa, ça marche bien. L'histoire est bien construite, c'est vraiment une belle petite romance. C'est pas très très long, il y avait quoi? C'est 14 tomes. Ensuite, pour la lettre D, petite série encore pas très récente, mais c'est un petit peu jauni sur les bords aux encolures. C'est Devil. Hop là, c'est un petit shonen à l'ancienne, avec un style très années 80, mais qui fait le café, marchait plutôt bien. Donc on est sur un côté très mythologie chrétienne, puisque dans notre monde, c'est acté, il y a d'un côté Dieu et son armée d'anges, de l'autre côté Satan et son armée de démons, et pendant que l'humanité vit sa meilleure vie, les anges et les démons se foutent sur la tronche. D'ailleurs, les deux protagonistes principaux sont parmi les plus puissants de leur race. Donc celui des démons, c'est lui. Celui des anges, je ne sais pas si on le voit dès le début. Est-ce qu'on le voit? Non, celui des anges, dans le doute, c'est celui-là. Mais à la suite, donc, ils ont toujours fait relativement égalité dans leur combat. Mais à la suite d'un combat un peu trop excessif qui les a poussés à leur dernier retranchement, pour ne pas crever, chacun est obligé d'abandonner son enveloppe charnelle pour s'incarner sur Terre. Et coup de bol, ou manque de bol, ça dépend comment on voit les choses, chacun va s'incarner dans un des deux frères jumeaux. Sauf que, évidemment, le démon va s'incarner dans le frère jumeau qui est petit, maigrichon et intello, et l'ange va s'incarner dans le jumeau qui est grand, costaud et racaille à ses heures perdues. Ça fait un paradoxe très amusant, évidemment. Comme ils n'ont pas de pouvoir et que vivre à la rue, ça reste compliqué, surtout au Japon, on est un peu surveillé comme ça, ils vont être obligés de collaborer, et on rajoute à ça, évidemment, une fille qui est l'amie d'enfance des deux jumeaux, qui va un peu amener son grain de sel, amener encore une couche d'humour derrière. L'humour marche bien, l'action marche bien, évidemment, chacun va essayer de retrouver son corps. Ils vont être finalement obligés de collaborer assez vite, puisque comme je l'ai dit, c'est des parangons de leur race respective, et donc d'autres vont essayer d'en profiter pour s'en débarrasser. Donc évidemment, on pourrait se dire que les démons vont essayer de se débarrasser de l'ange, mais c'est des démons. Ils vont aussi essayer de se débarrasser du démon, parce que prendre sa place, ça peut être cool, pour devenir le numéro 1. Et il y a toujours ce côté assez, on va dire, évident, mais on va évidemment voir que les démons ne sont pas forcément tous des pourritures, et que les anges sont loin d'être tout blancs. C'est une petite série en 10 volumes qui coûte pas très cher, ça se trouve assez facilement en intégrale. Ma foi, pourquoi pas, je vous la conseille aussi. Hop là. Alors, pour la lettre E,
c'est peut-être pas le moins inconnu. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Certains parmi vous l'ont déjà vu quand ils ont parlé de Boys Love. C'est pas un thème que je maîtrise, mais celui-là était vraiment très bon. Si je devais choisir mon Boys Love préféré, ce serait celui-ci. Alors, il y a 2 volumes. Pourquoi? Parce que c'est une histoire qui a commencé par un one-shot qui s'appelle L'étranger de la plage. Mais est-ce que parce que le one-shot a très bien marché, mais il aura donné lieu à une suite logique qui s'appelle L'étranger du Zéphyr. Et ici, on est à 5 tomes sortis, si je ne dis pas de bêtises. C'est un manga qui a déjà un très joli dessin dans son genre. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste du genre, mais je trouvais que le dessin passait vraiment très bien. Hop. Et évidemment, on est sur une histoire de romance entre 2 personnages homosexuels, sachant que donc ce personnage-là est le plus âgé, puisque lui est écrivain, et c'est un jour où il a un coup de blues qu'il va rencontrer justement sur la plage à Okinawa, ce jeune garçon qui lui est collégien, donc il y a quand même pas mal de différence d'âge entre les deux, sauf que lui est habitué, et évidemment il a fait son coming out, et lui n'est pas très très sûr de sa sexualité justement. Donc ils vont se côtoyer un petit peu, puis il y aura une grosse ellipse temporelle, et lui va revenir, et ils vont se mettre ensemble, tralala youpi. Globalement, ça c'est l'idée du one-shot, évidemment. Et la suite, justement, le petit couple va rentrer dans la famille donc de lui, de celui qui est écrivain, puisque le plus jeune n'a pas de famille. Et justement, ils vont, puisque le père est tombé malade, et on a tout ce truc, comment expliquer, lui justement a abandonné sa famille quand il a fait son coming out parce qu'il a été rejeté. Mais là, ils ont besoin de lui, donc il est obligé de revenir à la maison. Et il y a tout ce côté acceptation et tout ça, c'est vraiment très touchant. Ça marche bien, c'est vraiment une belle petite histoire. Il n'y a pas beaucoup de parties de Scrabble, moi c'est ce que j'apprécie aussi, parce que j'ai rien contre les boys love, attention, mais certains c'est vraiment juste du cul pour mettre du cul. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Ici, vraiment, l'histoire est très chouette et le dessin est sublime. Pour la lettre F, peut-être une des plus longues séries que j'ai à vous proposer ici, puisque celle-ci compte 33 volumes, c'est Flame of Recca. Si vous connaissez Yu Yu Hakusho, il y a de fortes chances que ceci vous plaise. J'irais même jusqu'à dire que c'est pratiquement pas un copier-coller, mais une parodie, je ne sais pas. Peut-être que Nobuyuki Anzai a travaillé dessus d'ailleurs, c'est fort possible, mais voilà. Il y a quand même un lien très étroit entre les deux, surtout au niveau du premier gros tournoi. Mais attention, moi je vois ça comme une qualité évidemment, puisque je considère encore aujourd'hui que le tournoi d'arts martiaux des ondes de Yu Hakusho est le meilleur tournoi tout manga confondu. Évidemment, quand on essaye de copier les meilleurs, on ne peut qu'être au minimum très bon. Et c'est ce qu'on va avoir ici. Vous voyez, déjà le manga s'ouvre difficilement, mais c'est vraiment du vieux manga. Et on essaye de ne pas les abîmer pour autant. Donc on va suivre l'histoire de Recca. Recca est un enfant, ma foi, assez normal, fils d'artificier, donc son père fabrique des feux d'artifice, et lui, son grand délire dans sa vie, c'est d'être un ninja. Sauf qu'on est au XXe siècle, les ninjas, ça n'existe plus vraiment. Déjà, en plus, tous ses camarades de classe pensent qu'il a une araignée au plafond. Et puis, un ninja, c'est pas quelqu'un qui bosse pour lui, hein, c'est quelqu'un qui sert un maître. Et donc, lui, il cherche un maître, et il va servir cette fille-là. Il va un jour la croiser, qui est en danger, il va lui venir en aide, et il va lui vouer une obéissance éternelle. Sauf qu'évidemment, ça c'est la base de la base, mais on va évidemment rentrer dans du bon gros shonen neketsu, puisqu'on va assez vite se rendre compte que Recca n'est pas n'importe qui. En effet, c'est un maître du feu, c'est-à-dire qu'il maîtrise le feu, et il maîtrise le feu d'une façon qui lui est propre, c'est-à-dire qu'il peut invoquer un dragon, un, voire plusieurs.
Et la fille qu'il a fait protéger, évidemment, n'est pas une collégienne normale, puisqu'elle a aussi des pouvoirs, dont un pouvoir de guérison, par exemple. Et donc, évidemment, les méchants vont débarquer, vont essayer de choper la fille, lui va essayer de la défendre, mais pareil, dans tout bon shonen neketsu, on va pas la défendre toute seule. Il va évidemment s'allier avec une amie d'enfance, jeune et jolie, un rival grand, costaud et assez débile, et pareil, un ancien ennemi qui va rejoindre la cause et qui va, on va dire, aussi jurer fidélité à la fille, en quelque sorte. Le tout avec des ninjas, des pouvoirs et des armes, puisque la plupart des ninjas, eux, ne sont pas magiciens, comme Reika, mais vont utiliser des artefacts qui vont leur donner des pouvoirs. Par exemple, son pote, le gros bourrin, il va utiliser un anneau qui va lui donner une force colossale, simplement. Ça marche plutôt pas mal. Et comme je vous l'ai dit, le principe des tournois, et surtout le principe ici donc d'un tournoi en équipe, marche vraiment bien. C'est un excellent manga dont on parle assez peu. Alors, évidemment, le style, c'est un peu vieillot, évidemment. C'est pour ça que je compare ça volontairement à du Yu Hakusho. Mais si vous n'avez jamais goûté, je ne peux que vous conseiller d'aller y faire un petit tour. Par contre, si jamais vous voulez vous faire un plaisir et les ajouter à votre collection, ne faites pas la même erreur de débutant que moi. Prenez un intégral d'un coup, sinon vous allez galérer à trouver les volumes. D'ailleurs, fun fact, c'est une des rares séries que je ne possède pas en intégralité. VF, le tome 32, je le possède, mais en anglais. C'est la seule façon que j'ai trouvé de le lire à prix correct. Après, ça va, hein, il n'est pas non plus à 200 balles, mais ça fait toujours chier de mettre cher pour un petit volume. Pour la lettre G, alors celui-là, c'est peut-être le plus obvious de ceux dont je vais parler, puisque j'ai fait une vidéo sur le sujet tellement c'est un manga qu'il est bien. C'est évidemment Give My Regards to Blackjack. Mais quand on a entre les mains l'occasion de parler d'un manga d'un niveau sublime, ce serait quand même dommage de ne pas remettre un petit coup. Hein? Déjà, rappelons-le, c'est un manga qui a un niveau de dessin assez dingo. Et encore, cette petite page gentillette. Mais... Et donc, au cas où vous n'auriez pas vu ma petite vidéo, déjà, c'est un tort, honte à vous. Mais en plus, ça nous raconte l'histoire de ce personnage-ci qui vient d'être diplômé en médecine, diplômé à la japonaise, et à la japonaise, on va dire 2000 maximum, parce que c'est pas daté évidemment, on est un peu dans le flou, mais ils sont diplômés sans avoir jamais fait de pratique, donc tout ce qu'ils ont c'est de la théorie. Et on va découvrir avec ça le système de santé japonais, qui à l'époque était assez moisi. Maintenant, rassurez-vous, il n'en est plus rien, ça a été vraiment amélioré, et d'ailleurs, en tout cas, on tient à dire que ce manga fait partie de ces histoires qui ont bouleversé un peu, mis un gros coup de pied dans la fourmilière. Mais c'est vraiment chouette, donc pur manga de médecine, évidemment. Comme on suit un interne en médecine, c'est quelqu'un qui n'a que les bases de la théorie, donc on va aussi découvrir l'environnement avec lui, le salaire de misère, l'obligation de faire les heures sup, les conditions difficiles, le fait de traiter les gens plus comme des clients, hein, plutôt que comme des êtres humains. Et lui-même va être déplacé entre plusieurs secteurs, donc les urgences, la cardiologie, comment ça s'appelle, enfin, les femmes enceintes, la psychologie. C'est vraiment très intéressant. Faut aimer lire parce que c'est riche, évidemment, c'est très verbeux comme manga. Mais ça fait partie des mangas qui m'ont foutu une claque dans la gueule, un truc impressionnant. Enfin, je me suis régalé. C'est des gros volumes, et là, pour rappel, donc hop, c'est 6 gros volumes comme ça, sachant que c'est des tomes doubles, même le 5e, c'est limite un tome triple, tellement il est bien épais.
Si vous aimez le genre médecine, si vous kiffez les Dr House, les Grey's Anatomy, tout ça, je ne peux vraiment que vous conseiller ce manga. Pour la lettre H, on va parler de H2. Oui, vous pensez quand même pas que j'allais faire un top sans mettre du Adachi dedans. H2, c'est du Adachi et c'est son manga le plus long puisqu'il compte 34 volumes. On retrouve évidemment le style inimitable de l'auteur avec ses personnages très attachants aux grandes oreilles. Hop. Et on est dans un pur manga de sport sur le baseball. Avec donc 4 personnages principaux, d'ailleurs qu'on les voit ici, qui ont tous justement un nom qui commence en H, tout le titre. On a 2 jeunes garçons qui sont rivaux, donc ils ont toujours fait du baseball ensemble, mais par un coup du sort, un médecin véreux va dire à ce jeune homme qu'il doit arrêter le baseball parce que son coude va le lâcher. Donc lui s'inscrit dans un lycée où il n'y a pas de club de baseball, à peine un petit groupe d'amateurs comme ça, pour éviter toute tentation. Pareil avec un de ses amis qui était justement receveur, et à qui on dit qu'il va aussi bientôt canner s'il continue et qu'il doit faire absolument de la nage. Sauf qu'on se rend compte, parce que ça passe aux infos, que le médecin se fait arrêter parce qu'il n'a jamais été diplômé de médecine et c'est un gros charlatan. Donc lui et son pote se retrouvent totalement aptes à faire du baseball, mais dans un lycée qui n'a pas d'équipe, enfin, encore une fois, quelques amateurs comme ça, et ils aimeraient bien en refaire quand même du baseball. Et ça tombe bien, puisque elle aussi, une jeune fille, vient de rentrer dans le lycée, et justement est une passionnée de baseball, et voudrait créer une équipe. Donc on a ce côté équipe qui va partir de zéro, pour aller tenter, encore une fois, d'atteindre le Koshien, qui est le Graal absolu, puisque c'est le plus grand tournoi de baseball lycéen. Évidemment, ça va donner une bonne excuse pour que les deux puissent s'affronter, puisque lanceur légendaire contre batteur légendaire, vu qu'ils ne sont plus dans la même équipe, ils vont finir évidemment par se rencontrer et s'affronter. Et on rajoute évidemment le dernier personnage, qui est l'ami d'enfance de ces deux-là, qui a des sentiments un peu... c'est toujours un peu ambigu, elle sort avec lui, mais lui l'aime beaucoup et tout ça. L'auteur va encore jouer évidemment sur son côté comédie romantique avec les personnages, comme il sait si bien le faire. La gros avantage de vous parler de celui-là, évidemment, c'est que Tonkam, enfin Delcourt, Tonkam, vont enfin le ressortir. Parce que dans l'état actuel, ce manga fait partie des mangas les plus difficiles à trouver français, tout confondu. C'est vraiment bonne chance pour les attraper, ou en tout cas sans vous ruiner. Mais ça ressort en volume. Alors attention, ce sera des volumes doubles. Donc en général, ils appellent ça perfect chez Delcourt Tonkam, mais vous savez bien qu'il n'en est rien. Ce qui les rendra plus abordables, évidemment. Donc 34 volumes, je suppose qu'on va partir sur 17 volumes doubles. Peut-être 20 s'ils font un peu diluer la sauce, comme ils avaient fait avec les Ranma. Mais Ranma, c'est pas chez Delcourt Tonkam, c'est chez Gain. Enfin, vous m'avez compris, mais vraiment, c'est une très très bonne série. C'est pas sa meilleure, ça vaut pas Touch, évidemment. Touch, pour moi, c'est l'ultime de ce qu'il sait bien faire. Mais ça reste une très bonne série. Et si vous voulez goûter du Adachi, évidemment, c'est pas la meilleure porte d'entrée. Vous avez Katsu qui est terminé en 8 volumes double aussi chez Nobinobi. Mais voilà, c'est l'occasion de soutenir ça, et peut-être ça va servir à les motiver pour balancer un peu les autres séries qu'ils ont laissé crever dans leur fond de catalogue. Alors, on va passer à la lettre I. Ici, j'ai hésité, puis j'ai axé mon choix sur un manga dont on ne parle plus beaucoup, mais on n'a pas beaucoup parlé non plus à l'époque. C'est Im, grand prêtre Imhotep. Déjà, c'est ça l'avantage d'être un manga de type shonen, bien classique, mais qui fait référence à l'Égypte antique. Et déjà, des mangas sur le thème Égypte, j'avoue que c'est pas ce qu'on voit le plus souvent. Le japonais, c'est plutôt des mangas de samouraï qu'autre chose. Même si on a l'excellent Reine d'Égypte, mais qui est un manga historique. Donc ici, de quoi est-ce que ça cause? Imhotep est
a été catégorisé comme le plus grand criminel de tous les temps, au tel point que son châtiment a été le sommeil éternel. Cool, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Et justement, à l'époque actuelle, les démons ont débarqué et commencent à foutre pas mal le bordel. Aussi, les grands prêtres exorcistes, il y a un côté très exorcisme dedans, de l'Égypte décident que pour leur venir en aide, leur seule solution, c'est de sortir Imhotep de son sommeil et de le renvoyer au charbon. Évidemment, Imhotep ici est personnalisé par un jeune garçon, marche mieux pour le shonen pour s'intéresser à ça. Mais que serait un bon manga sans le côté Japon, évidemment. Et donc, pour sa première mission, Imhotep est envoyé au Japon, où il va tomber sur cette jeune fille, qui est une fille très sympathique au demeurant, mais qui est un peu recluse parce qu'elle a la fâcheuse habitude de cracher du feu quand elle ouvre la bouche. Ouais, c'est pas hyper pratique, surtout pour communiquer. Donc elle a pris l'habitude de communiquer avec des petits bouts de papier, donc je n'aide pas non plus à la communication. Et elle va tomber sur Imhotep, qui va se rendre compte qu'en fait, c'est pas de sa faute, elle est maudite, si ma mémoire est bonne, par Sekhmet, ce qui explique pourquoi elle crache du feu. Et donc, évidemment, ils vont s'associer tous les deux, qu'on va se rendre compte que la fille est évidemment la fille d'un professeur d'égyptologie renommé, on s'associe chasse aux démons. Bref, c'est un bon petit shonen, donc assez original dans son genre. C'est terminé en 11 volumes, donc pas trop long, ça se lit vraiment bien. Si vous aimez bien le côté Égypte, je vous le conseille. Hop là! Pour le J, je vous propose Jusqu'à ce que la mort nous sépare de Double S, au dessin en tout cas, qui est aussi l'auteur de Isaac, ici présent. Hop là! On est sur un dessin déjà de très très bon niveau. Hein. Double S, c'est quand même un mec qui maîtrise un peu son art, faut reconnaître ce qui est. Hop là. Et on est sur un samouraï des temps modernes, c'est-à-dire que donc le personnage principal, c'est cette jeune fille-là, enfin un des deux personnages principaux, c'est cette jeune fille-là, qui est un don de voyance plutôt efficace puisqu'il marche à 100%. Autant dire que c'est un peu la poule aux œufs d'or pour toute organisation criminelle qui se respecte. Imaginez, ne serait-ce que de pouvoir prédire à 100% les chiffres du loto, et moyen de se faire facilement un beau petit paquet de pognon sans se fouler. Mais évidemment, elle va être protégée par un garde du corps, donc une sorte de mercenaire, qui est cet homme-là, donc l'homme qu'on voit derrière, qui est un samouraï, donc comme je dis, des temps modernes, puisque c'est un ancien guerrier, en quelque sorte, je ne me rappelle plus exactement des détails, mais il a perdu la vue. Donc vous voyez, il est complètement aveugle. Original pour un héros, me direz-vous. Mais derrière lui, il a une organisation qui, non seulement le blinde de technologie, par exemple, il a des lunettes qui font un sonar, ce qui lui permet de se géolocaliser et donc d'avoir quand même une impression de vue en quelque sorte. Et pareil, son katana est loin d'être un katana de base, parce que là, c'est un... Plus comment ils appellent ça, la monomoléculaire. Donc, le plus tranchant possible, ça lui permet de découper un char d'assaut, par exemple. C'est assez rigolo. Évidemment, c'est un manga seinen, puisque l'organisation derrière cet homme-là, c'est une organisation de personnes qui ont de la thune, mais qui ont aussi été victimes, alors collatérales pour certaines, de criminels que la loi n'est pas apte à punir, en tout cas dans le cadre légal, soit parce qu'ils sont trop puissants, soit parce qu'ils sont trop bien planqués et tout ça. Et donc l'organisation a profité de ce super soldat pour régler ses comptes et faire le ménage dans le monde à grands coups de katana dans la gueule. Donc ça va trancher des gens, ça c'est sûr, on prend pas vraiment de gants avec les méchants, on va les défoncer. Et si vous posez la question de pourquoi ce titre, justement, parce que grâce à son pouvoir de vision, elle a vu que sa seule chance de salut, c'était lui. Alors évidemment, lui est déjà un adulte peu respectable et elle est encore une enfant en quelque sorte. Donc cette relation pourrait être un peu gênante pour certains,
mais je vous rassure, il n'en est rien, hein, même si on se doute bien, vu le titre, on se doute un peu vers où ça va aller, mais il n'y a rien de scabreux là-dedans, il n'y a pas de scène HD déplacée et tout ça, je vous rassure. Pour la lettre K, ben je vous propose encore un truc pas très connu, puisqu'il s'agit de Kakushi Goto. Donc terminé en 12 volumes chez Vega Dupuis. C'est assez original. Alors le dessin ne plaira pas à tout le monde. Ça c'est un dessin un peu étrange en quelque sorte. Faut aimer le genre, c'est pas mauvais non plus. Par rapport au niveau de dessin du précédent, évidemment, c'est très différent. Par contre, c'est assez drôle, puisque c'est l'histoire de cet homme-là qui est mangaka. Mais il est mangaka grivois. C'est-à-dire qu'il dessine, si on parlait avec nos mots, on dirait qu'il dessine du hentai. Évidemment, même s'il a son petite notoriété et tout ça, il n'a pas envie que sa fille sache dans quoi il travaille, parce que lui, dans sa tête, si c'est ça, elle va le détester, elle va devenir la risée de tout le monde à l'école. Donc, il fait tout ce qu'il peut pour qu'elle ne sache pas son vrai travail. Et donc, lui, tous les jours, il s'habille costard, cravate, comme tout salaryman. Il quitte la maison pour aller au bureau, mais dès que la fille part pour l'école, il se rend en courant à son atelier. Là, il se change en mode relax et il dessine des mangas. Évidemment, tout le manga tourne là-dessus, sur les quiproquos et tout ça, parce qu'il va toujours essayer de cacher absolument son travail. Quand des gens vont essayer de le reconnaître dans la rue, il va se démerder, tout ça. Et le manga est vraiment bon enfant, c'est-à-dire que même s'il dessine des mangas justement grivois, on joue là-dessus. On va jamais aller sur des trucs louches. Dire les références de ces mangas, c'est la gigue des couilles et le collant folâtre. Donc ça va, il n'y a rien de choquant là-dedans. C'est vraiment assez mignon et assez drôle en soi. Pour le L, encore une fois, on va éviter les le lalais parce que ça ne compte pas. Mais on va prendre un petit letter B. Encore une fois, on va repasser de tout rien en mode dessin parce que là, c'est un tome 1, donc c'est pas le meilleur niveau, mais c'est aussi un dessin d'une très très grande qualité. De toute façon, même la couverture est quand même assez sublime, faut reconnaître. Et donc, Letter B, c'est un manga sur les postiers. Et oui, livrer les lettres, ça peut faire un très bon manga. Et évidemment, on va pas se contenter de faire ça parce que ce serait un peu plat. On est dans un monde totalement différent. On est dans un monde qui fonctionne par cercle, c'est-à-dire on a un soleil au milieu qui va donner un peu de lumière, principalement pour la zone centrale, qui est bien ensoleillée et qui est la zone des gens riches, évidemment, un grand classique. La zone intermédiaire, un peu moins ensoleillée, qui est pour la grande partie de la population, et la zone extérieure, qui bénéficie assez peu des effets et des bienfaits du soleil, et qui est pour les pauvres. Ah bah oui, on aime bien les petites cases. Et dans ce monde, le seul lien qu'ont les gens, grosso modo, entre eux, c'est, puisqu'on est dans une sorte d'hiver perpétuel, c'est les lettres qu'ils reçoivent et qui contiennent le cœur des gens qui les écrivent. Donc c'est plein de sentiments et tout ça. Mais c'est pas facile le travail de postier parce que déjà se balader dans des régions qui sont dans une sorte d'hiver perpétuel, c'est déjà pas dingue. Mais en plus, le monde est gangréné par ce qu'on appelle des insectes armures. C'est-à-dire que c'est des insectes, mais géants, et très dur à buter. C'est pour ça que les postiers sont plus des guerriers qu'autre chose, et ils utilisent justement la puissance du cœur qui est dans leurs lettres pour en faire des balles-cœurs qui sont une des seules armes qui fonctionnent contre les insectes. C'est vraiment un manga plein de bons sentiments, très chouette, 20 volumes, il est chez Kana, donc normalement toujours trouvable. Mais ça marche vraiment bien, l'univers est très original, le thème aussi. Il est vraiment bien rendu.
Les postiers, en général, les facteurs, comme vous voulez, sont accompagnés d'un animal, souvent un chien, tout ça, qui leur servent à détourner l'attention pendant que eux vont pouvoir faire le combat. Et une des originalités aussi du manga, alors je le cherche évidemment, c'est pour ça que je cherche, voilà, c'est que lui va avoir comme animal une petite fille assez spéciale qui s'appelle Niche et qui est mi-humain, mi-créature, on va dire, puisqu'elle a des énormes griffes, et c'est elle qui va devenir son animal. C'est bien trouvé, et ça va en plus amener de l'humour, plutôt pas mal, une dernière petite créature qui va rejoindre la bande, une sorte de petit chien hybride, c'est dur à défendre, qui s'appelle Steak. Pourquoi? Parce que c'est la ration survie de Niche, justement. Le jour où ils seront coincés, qu'ils n'auront plus le choix, elle va le becter. Voilà. Non, plus sérieusement, très très beau manga, très touchant, très émouvant. Si vous ne connaissez pas, donnez-lui au moins sa chance. Ensuite, pour le M, nous avons La main droite de Lucifer. On retrouve encore un manga de médecine. C'est un thème que j'aime assez bien, il faut reconnaître. Pur seinen, pareil, donc très bon niveau de dessin. Hop là. Et donc l'histoire, on va suivre ce personnage-là, donc qui est un médecin qui a fait ses armes, plutôt un bon médecin en soi, mais qui est détruit. C'est-à-dire que là, il a viré Clodo, il se laisse littéralement mourir, et il ne veut plus pratiquer la médecine. Alors pourquoi? Parce qu'il a fait partie d'un groupe humanitaire, donc il allait soigner des gens dans les pays en guerre, et il s'est fait, lui et son équipe, attraper par des terroristes, tout simplement, enfin terroristes, guerrieros, ce que vous voulez. Et pour survivre, il n'a pas eu d'autre occasion que de tuer ses ravisseurs pour s'échapper. Or, pour lui, un médecin qui a tué quelqu'un, même si c'était pour sauver sa propre vie, n'est plus digne de pratiquer la médecine. C'est d'ailleurs pour ça que, pour se punir, il a dessiné donc Lucifer, l'ange déchu, sur sa main droite, et qu'il se laisse aller à l'abandon. Et puis un jour, mauvais endroit, mauvais moment, il va se faire planter, il me semble, si ma mémoire est bonne, et se retrouver entre la vie et la mort. Il va atterrir dans une clinique. Alors c'est très japonais, évidemment, chez nous on n'a pas ce système-là, mais au Japon il y a plein de petites cliniques un peu privées comme ça qui soignent les gens. Et la clinique dans laquelle il débarque, c'est une clinique un peu obscure. C'est-à-dire que c'est une clinique qui soigne tout le monde, les pauvres, les riches, et elle demande de l'argent en fonction des revenus. C'est-à-dire que si vous êtes très pauvre, elle vous soignera gratos, et si vous êtes très riche, ça va vous coûter un os. Vous direz, si je suis très riche, pourquoi je vais m'emmerder à aller là-bas? Encore une fois, c'est une clinique qui ne pose pas de questions. Donc, parrain de la mafia, Yakuza, c'est le quotidien de cette clinique. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Comme elle va prendre beaucoup aux riches, elle va se permettre de soigner pas cher les pauvres. Et comme lui, je lui ai dit, il a viré Clodo, il n'a pas les moyens de bosser. Sauf que le directeur de la clinique l'a repéré et lui fait, écoute, t'as pas le choix, puisque tu es un médecin et pas le plus mauvais de la bande, tu vas bosser ici jusqu'à avoir payé ta dette. Ça va lui mettre un coup de pied au cul en quelque sorte, ça va lui forcer évidemment à revenir au charbon. Ça marche plutôt pas mal comme petit manga en 6 volumes. Si vraiment ça vous intéresse, c'est vraiment très chouette. On a encore ce côté soigner des gens qui n'ont pas de chance dans la vie, qu'on soigner des pires ordures, avec les cas morales que ça implique, évidemment. Est-ce que je sais qu'il y a un assassin en face de moi, mais j'ai prêté serment d'Hippocrate, je suis censé lui venir en aide et le soigner, alors que il va peut-être recommencer derrière. Il va aussi créer une équipe, parce que il va devoir aussi recruter du personnel pour faire tourner la maison, en quelque sorte. Et donc d'autres gens qui ont aussi eu des passifs un peu difficiles, qui les ont amenés plus loin de leur spécialité. Donc c'est vraiment très très bon, un excellent manga. Pour la lettre
je vous propose un petit Nisekoi, amour, mensonge et yakuza. Si vous posez la question, c'est à cause de ce titre que j'ai acheté le manga à l'époque. Qu'est-ce que c'est? Amour, mensonge et yakuza, c'est génial comme truc, ça doit être énorme. Actuellement, c'était le manga de romance du Jump le plus long, avec 25 volumes. Mais normalement, en tout cas la parution japonaise, Blue Box, l'a dépassé ou va le dépasser dans pas longtemps. Donc on est sur un bon petit manga, romance, avec évidemment pas mal d'humour, puisqu'on a le petit triangle amoureux ici, avec le personnage principal, qui est le fils d'une famille de Yakuza, japonais, on précise, et pour calmer une guerre des clans avec pareil, un gang de la mafia américaine, on va le mettre en couple avec cette fille-là, qui elle-même est le fille de chef de clan, mais voilà, une mafia plus classique, on va dire. Sauf qu'évidemment, les deux personnages peuvent pas se voir en peinture, ils se détestent profondément, d'ailleurs ça se voit, là elle est en train de le pincer sur la photo. Ils se trouvent obligés de flirter ensemble, sinon les deux clans vont continuer à se battre et ça va virer au bain de sang. Sauf qu'évidemment, lui, il a d'autres plans dans la vie. Déjà, ce qu'il aime, c'est la cuisine, donc il a absolument aucune envie de devenir chef de clan Yakuza. Et puis, il a déjà cette fille-là qui lui plaît beaucoup, à qui il aimerait bien sortir, qui est fille de pâtissier. Et ça marche plutôt pas mal. Évidemment, comme toute comédie romantique qui se respecte, l'histoire va quand même un peu évoluer. Ils vont finir quand même par s'apprécier au moins un minimum. Elles vont devenir amies, triangle amoureux. Évidemment, d'autres personnages, garçons comme filles, vont commencer à intervenir aussi. C'est une bonne petite comédie romantique. Et puis, dernier élément déclencheur, c'est ce petit pendentif ici, qui en fait lui a été offert par une fille dans sa jeunesse, et c'est la fille à qui il a promis de l'épouser plus tard. Sauf que pour l'ouvrir, lui a le pendentif, et la fille est censée avoir la clé. Sauf que elle a une clé, et on va découvrir qu'elle aussi a une clé. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Bonne petite romance, ça marchait bien. Ensuite, pour les hauts, alors c'est sûr que dès qu'on vire One Piece, ça devient compliqué. J'aurais pu encore vous ressortir l'Oxalis et l'or, que je considère toujours un manga d'un très très haut niveau, mais pareil, il a eu droit à sa petite vidéo et tout ça. Donc pourquoi pas vous sortir un petit Olympia Kyklos, donc chez Panini, 7 volumes. C'est un manga qui va mêler Grèce antique, voyage dans le temps et Japon. Puisque le héros, donc c'est lui, fait partie d'un village dans la Grèce antique qui est assez pauvre, qui est dans la merde même, on peut le dire. Et un jour où il va se planquer dans une amphore pour essayer de réfléchir un petit peu et de se calmer, la foudre de Zeus va tomber dessus. Il va se réveiller au Japon. Au Japon pendant les Jeux olympiques modernes, évidemment. Et il va, en revenant plus tard au pays, transmettre l'idée des Jeux olympiques à la Grèce antique pour essayer de sauver son village en organisant des jeux et tout ça. Plusieurs petits voyages, c'est très sympa. Il va voyager dans le temps au Japon, il va croiser d'autres personnages, il va notamment croiser Osamu Tezuka. Et donc lui amène toujours ce petit côté un peu décalé. Son hobby, c'est de dessiner sur des amphores, enfin c'est son métier, mais il aime pas vraiment, il aimerait bien aller plus loin, donc il va dessiner des scènes manga à la Tezuka sur ses amphores, ce qui fait que quand on va les redécouvrir plus tard, ça va faire évidemment tout bizarre. C'est plutôt pas mal. On retrouve la même idée d'un autre manga de l'autrice qui est Termae Romae, avec ce côté de voyage dans le temps et d'appropriation de références d'autres époques. Ça marche plutôt pas mal. Honnêtement, c'est un bon petit manga. Avec un dessin très chouette aussi. Hop là. Pour le P, je vous propose Psyren. Alors, si je ne dis pas de conneries, c'est un manga qui va avoir droit à son animé dans pas si longtemps que ça. Parce
qui est assez étonnant puisque le manga a quand même un peu d'âge, un peu de bouteille. Je veux dire, c'était un manga du Jump à l'époque du Big Three et tout ça, ce qui fait qu'il a pas eu la gloire qu'il mériterait parce qu'il y avait vraiment beaucoup de cadors à côté. Donc quand évidemment tu peux publier à côté de Naruto, One Piece, Bleach, c'est dur de tirer un peu de couverture à toi, mais ça reste pourtant un excellent manga. Hop là, et même le dessin était vraiment très chouette. Évidemment, on est sur du shonen, hein, bon, Shonen Jump oblige, vous me direz-vous. Et donc, ce jeune homme, qui est le héros principal, est un écolier, et un jour où il s'intéresse à une de ses camarades de classe qui a un petit côté bizarre, on ne sait pas trop pourquoi, il voit qu'elle disparaît. Elle disparaît, et derrière elle, tout ce qu'il trouve, c'est une carte de téléphone. Déjà, premier anachronisme, une carte de téléphone, ça n'existe plus vraiment de nos jours, mais bon, admettons. Je vous l'ai dit que le manga n'était pas tout jeune. Et en utilisant cette carte-là, qui est un peu spéciale, et qui porte justement l'insigne Psyrène, il se retrouve dans un Japon, mais post-apocalyptique, en ruine, comme ça, les bâtiments sont cassés, c'est comme si à moitié recouvert par le sable, pas si on le voit bien dans le premier tome, mais vous faites un petit peu une idée. Et ils ont un objectif, déjà il faut survivre. Il va retrouver évidemment la fille qui est dans ce monde-là. Ils sont pas tout seuls, il y a d'autres gens. Et dans ce monde-là, en plus, ils ont des sortes de super pouvoirs pour s'en sortir. Donc, on a ce côté un peu isekai, mais attention, il n'en est rien du tout, c'est pas du tout un isekai. Et donc, c'est vraiment un côté, grâce à la carte, je vais dans un monde post-apo, je remplis la mission, je reviens dans mon monde, j'en profite pour un peu discuter avec les gens que j'ai croisés et tout ça, et puis on y retourne. Donc, il va devoir faire comme ça plusieurs allers-retours. Donc, il revient. Le voyage entre la réalité, l'époque moderne et ce monde post-apo rempli de créatures un peu louches et tout ça marche plutôt pas mal. C'était vraiment un bon petit shonen. Pour la lettre Q, ben oui, pareil, une des lettres les plus dures à trouver, évidemment. Ben pourquoi pas? Pourquoi pas une petite romance encore sympathique? Quand Takagi me taquine, donc terminant en 20 volumes chez Nobinobi. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment une romance, mais d'écolier. Donc là, on peut pas faire plus pur et mignon. Et c'est un peu le côté du je t'aime moi non plus. Parce qu'évidemment, quand on est jeune, faire des grandes déclarations à l'élu de son cœur, c'est pas quelque chose qui est assez facile. Hop là. Et donc, les deux personnages sont liés par des jeux. C'est-à-dire que le garçon essaye à chaque fois de défier la fille en duel, mais des duels aussi variés, aussi divers que variés. Ça peut être des duels de jeux de mots, genre le jeu du marabout, ou des duels sportifs et tout ça. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il perd. Et donc, son plan, c'est à chaque fois de réussir à vaincre la fille. Et la fille, elle sait bien qu'elle va toujours réussir à le couillonner, parce que comme il est un peu timide et tout ça, elle va le provoquer. À chaque fois, elle va finir par s'en sortir, à le gagner. Et à chaque fois, évidemment, elle va lui donner des gages, d'où le titre, quand Takagi me taquine. C'est du Nobinobi, donc c'est vraiment du très bon enfant, du tout mignon. Excellent petit manga. Et on voit aussi assez vite où l'auteur veut en venir. D'ailleurs, il y aura des petits chapitres de flashback comme ça dedans. Ensuite, pour le R, Relife. Relife, c'est vraiment un excellent manga, celui-là. Manga, pas vraiment, parce que je pense que c'est plutôt un webtoon qui a été aussi formaté. Alors, celui est sorti bien avant que le webtoon devienne hyper cool grâce à Solo Leveling. Mais il sera en couleur, ce qui fait que les mangas sont quand même assez onéreux, mais le manga est vraiment d'un très très haut niveau. D'ailleurs, là, pareil, l'animé est vraiment très bon aussi, si ça vous intéresse. Et on va suivre l'histoire de ce personnage-ci, qui est un raté. Voilà. Il a dépassé 30 ans, et il n'a pas de vie sociale, pas de copine, pas de vrai travail. Il survit en enchaînant des petits boulots. Et même quand il rencontre ses anciens camarades de classe, il ment. Il ment en racontant qu'il a une vraie vie et tout ça.
Et il fait genre, mais il n'en est rien. Mais ça reste un bon gars. C'est quand même le principal. Et un jour, tu as un type qui va arriver dans sa vie, si je le vois, là c'est lui, ce mec-là, qui va lui faire, écoute, on sait que tu es quelqu'un de bien, que tu n'as pas vraiment eu de chance dans la vie, donc on va te donner une chance. On va te faire prendre une pilule, petite pilule magique, et tu vas revenir, alors, tu vas pas être téléporté dans le temps, c'est pas ça, mais tu vas rajeunir et tu vas récupérer ton corps de quand tu avais 18 ans. Nous, derrière, on te met à l'école, t'étudies, et si tu t'en sors bien et que tu chopes ton diplôme et tout, t'as gagné, et on te file un super job, et tu seras reparti sur des bonnes bases pour travailler. Proposition qui a l'air fort alléchante, mais fort louche aussi, évidemment. Imaginez, vous tombez sur un mec comme ça dans la rue qui vous fait ce genre de proposition, méfieriez à 2 fois avant de prendre la pilule magique. Ou alors vous êtes dans Matrix. Mais il va quand même tenter le coup. Un peu foutu en disant, bah écoute, foutu pour foutu, même si ça me bute, au pire, qu'est-ce que je vais perdre, j'ai pas grand chose dans ma vie. Et ça va marcher, on va le refoutre à l'école. Mais évidemment, il y a des règles. Déjà, bah, il peut pas dire aux gens que lui, c'est un adulte. Déjà parce qu'on le croirait pas. La deuxième règle, c'est qu'il peut pas flirter avec des lycéennes. Ça se fait pas non plus. Ça reste un adulte, elles sont mineures, surtout au Japon. Hein. Au Japon, c'est 20 ans la majorité. Donc, interdiction de faire dans le grivois. Et puis, ce qui est très drôle aussi, c'est que même si son corps a rajeuni, ça reste, il a toujours l'âge qu'il a réellement. Donc, pour lui, même si tu te dis, bah, c'est des trucs de petits jeunes, c'est facile, il va vite se rendre compte que les études, c'est pas ça, puisque ça fait des années qu'il a plus étudié, évidemment. Donc, quand tu dois retourner à l'école, c'est compliqué. Puis son corps a toujours un certain âge, donc même pour le sport, le mec a encore mon dos, c'est un claquage. Donc c'est pas mal. Et son travail, et l'intérêt de lui aussi, c'est que tout en jouant aux collégiens, il va amener ce côté très mature dans les discussions et va lui-même venir en aide à ses camarades de classe. Évidemment, il est sous surveillance parce qu'il a celui qui lui a fait prendre la pilule prend aussi la même pilule et aussi dans sa classe pour surveiller, voir qu'il respecte bien les règles et qu'il dit pas ce qu'il devrait pas dire. Donc franchement, un très très bon manga. On est vraiment dans du sentiment, évidemment. C'est très verbeux, évidemment, ça parle beaucoup. Mais on est sur des gens qui n'ont pas forcément une vie facile. On va se rendre compte, évidemment, que ses camarades de classe n'ont pas forcément non plus une vie facile. C'est honnêtement plein de bons sentiments. Et ça fait partie des mangas qui m'ont le plus touché. J'avais réussi à faire voir l'animé à mon meilleur ami. Pareil, ça l'a bien remué aussi. Hein. Donc c'est vraiment très chouette, je vous le conseille. Ensuite, pour les S, autre auteur que j'aime beaucoup, Koji Seo avec Suzuka. C'est globalement son premier manga, même si c'est pas exactement ça. Mais c'est celui qui va lancer ce qu'on peut appeler le Koji Seo Universe. Parce que comme avec Marvel, tous ces mangas sont globalement imbriqués. On va quand même faire attention, parce que je sais bien qu'il y a des pages là-dedans qu'il ne faut pas foncièrement montrer. Hop là. Alors vous allez voir que l'histoire est somme toute assez classique, puisque le héros principal, ce qu'on trouve quelque part, voilà, qui est le jeune garçon ici, abandonne sa campagne natale pour faire ses études à Tokyo, et pour ça il va vivre chez sa tante, qui est propriétaire de bains publics. Donc normalement il travaille au bain public, et en échange il est logé et nourri. Sauf que ce qu'on lui a pas dit, c'est évidemment que le bain public, il n'y a pas qu'une seule chambre dans cette petite auberge, en quelque sorte, et toutes les autres chambres sont occupées par des jolies jeunes filles. Oui, ça vous rappelle un petit peu Lovina, c'est assez le cas. Et d'ailleurs, une de ces jeunes filles, c'est Suzuka. Ça tombe bien parce que quand il arrive à Tokyo, il est passé devant son école et il a vu s'entraîner à l'athlétisme, puisqu'elle fait du saut en hauteur, et il a flashé sur elle. C'est pour ça qu'il va s'inscrire aussi au club d'athlétisme. Sauf que, évidemment, les relations sont compliquées, d'autant que Suzuka vit
est resté coincé, on va dire, dans le deuil de son petit ami qui est malheureusement décédé. C'est une des grandes forces de l'écriture de Kuji Seo. C'est-à-dire que, ok, le mec aime bien mettre des scènes un peu coquines. De toute façon, le fait que ce soit relation avec plusieurs filles et un garçon qui est sous le même toit, ça porte plutôt pas mal. Mais l'écriture derrière, cette notion justement de jouer avec la mort, de personnages qui ont été blessés, qui ont souffert et donc qui n'osent plus s'ouvrir, surtout quand ils sont très jeunes, parce que c'est des étudiants. Mais voilà, c'est vraiment très chouette comme lecture, très bien. On a aussi ce côté, encore une fois, romance et sport qui marche bien. Ici, on parle d'athlétisme, hein, bon, puisque elle, j'ai dit, fait du saut en hauteur et lui de la course à pied. Donc c'est du sport qu'on ne voit pas tous les jours, le manga d'athlétisme, je ne connais pas d'autres personnellement. Alors, celui-là est assez dur à trouver, il est monté en cote, mais il est toujours disponible en dématérialisé, si jamais ça vous intéresse. Pour la lettre T, on va faire un gros coucou à Ed le Fou. Il passera sûrement jamais par ici, mais bon, voilà. Puisque c'est un de ses mangas coup de cœur, et je veux bien sûr parler de Toto. Ça fait partie des plus grosses déceptions dans le monde du manga, puisque c'est un manga qui n'a pas de fin, qui a été striké, arrêté au Japon. Or, ce manga, tout comme Mary Grave, aurait largement, mais très largement mérité d'aller beaucoup plus loin, surtout quand on voit le nombre de bouses parfois qu'on nous propose. Et donc Toto, donc en 5 volumes, est une réadaptation en version shonénique du Magicien d'Oz. Puisque le héros principal va littéralement fusionner avec Toto, qui est un chien, si vous connaissez l'histoire du Magicien d'Oz, et donc va développer des gros pouvoirs dans sa main droite en quelque sorte, et va devoir protéger Dorothy, qui est la jeune fille de l'histoire. On la voit quelque part, Dorothy, même pas sûr. Je trouve jamais les trucs quand je veux. Voilà. Hop. Dorothy, et donc leur objectif, c'est de rejoindre la cité d'Émeraude. En chemin, évidemment, ils vont rencontrer l'homme de fer, le lion et l'épouvantail, mais qui vont être personnalisés, évidemment. Le tout dans un côté très shonen qui marche bien. C'était vraiment un excellent manga. Alors, évidemment, on s'arrête pas au milieu d'un combat non plus, et ça part vers une fin ouverte. Mais un vrai potentiel un peu gâché, malheureusement. Après, attention, hein, déjà, ça reste un bon manga, même s'il n'est pas fini. Puis 2, j'allais pas vous sortir non plus des grands classiques. Hein. Le but, c'est encore une fois de parler de mangas peu connus. Ensuite, ici, pour la lettre U, on va parler de Urusei Yatsura, dans son édition Bonko. Tout petit le manga. Hop, manga classique, manga Bonko. C'est des éditions de poche japonaises, on en a eu quelques-unes chez nous, mais ça a été très vite arrêté. Vous avez une édition grand format de luxe, mais en vrai, c'est limite une arnaque, parce que, ok, c'est plutôt cool, mais ça ne reprend que quelques chapitres par-ci, par-là, épars dans l'histoire. Donc vous n'en avez clairement pas pour votre argent. Si vous possédez l'édition de base, vous avez vu le dessin animé, vous connaissez bien, pourquoi pas. Mais si vous voulez découvrir l'œuvre, non, je vous le déconseille très fortement. Et malheureusement, cette édition n'est plus trouvable. Enfin, ça se trouve, mais c'est plus commercialisé. Donc, Urusei Yatsura, c'est un manga de Rumiko Takahashi. C'est tout premier, puisque c'est avant Ranma 1/2, qui est beaucoup plus connu, évidemment. Et qu'on connaît beaucoup plus chez nous sous le nom de Lamu. Alors, c'est écrit là. De quoi est-ce que ça cause? Donc, c'est l'histoire de Moroboshi, qui est un jeune garçon qui n'a pour ambition dans la vie que de courir les filles. Même s'il a une copine, il flirte partout, il est absolument intraitable comme garçon, la lie de l'humanité. En plus, il est pas bon à l'école, il est pas bon en sport, ce gars n'a rien pour lui. Et pas de bol, un jour, l'humanité est mise en danger, puisque les ogres vont débarquer. Hop, est-ce qu'on la voit? Voilà. Le peuple des ogres, donc personnage du folklore japonais, évidemment, les Oni, ici qui sont une race d'aliens, c'est du Rumiko
Rumiko Takahashi, on va y arriver. Donc son humour, je suppose que vous connaissez, est évidemment bien représentatif, elle adore jouer là-dessus. Et donc les ogres qui ont une technologie évidemment bien supérieure aux humains, puisque de toute façon eux ils voyagent dans l'espace et les humains non, vont annexer la Terre. Mais ils sont sympas. Ils ont choisi un humain au hasard, qui est justement Moroboshi, et oui, pas de bol pour lui. Et le jeu est très simple. Il va devoir faire la course pendant 7 jours contre Lamu, qui est la championne des ogres, la fille du chef des ogres. Et s'il arrive à l'attraper, plus précisément à lui toucher les cornes, il va pouvoir sauver l'humanité. Évidemment, c'est compliqué, vu le client qu'ils ont choisi. Et non seulement l'humanité se sent déjà condamnée, mais en plus ça retombe sur la tronche des parents qu'on va accuser. Ouais, si vous l'aviez pas mis au monde, on serait pas dans la merde. Et pourtant, il va réussir, en utilisant la ruse, à s'en sortir d'extrême limite, et il va réussir à gagner son duel. Ça tombe bien, parce qu'on lui a promis que s'il gagnait, sa copine, Shinobu, lui a dit qu'ils accepteraient de se marier. Sauf que lui, une fois qu'il a gagné, on lui demande quel est son intention, il fait « Chouette, je vais pouvoir me marier !» Et évidemment, Lamu comprend ça à l'envers et pense que c'est elle qui est demandée en mariage. Elle va donc s'installer chez lui. Va naître une relation très drôle entre donc cette fille extraterrestre qui va courir après son chéri qui est théoriquement promis à une autre fille et qui est aussi très volage. Mais en plus, comme c'est une ogre, elle a des pouvoirs, elle sait voler, et elle a la maîtrise de la foudre, qu'elle va, chaque fois qu'elle est en colère, lui envoyer une grosse décharge électrique dans les dents. Alors évidemment, c'est plutôt à chaque fois des petites scénettes, ne vous attendez pas à une grande histoire profonde, c'est pas le genre de l'autrice, mais ça marche plutôt pas mal. Mon conseil, par contre, c'est de ne pas en abuser. Ça fait partie de ces mangas, ça vaut aussi pour Ranma 1/2, où il faut lire 2-3 chapitres de temps en temps pour se détendre, pour se donner un peu le sourire. C'est comme ça que ça marche. Parce que si vous essayez de manger tout d'un coup, ça va être compliqué, parce que c'est quand même toujours un peu redondant, évidemment. On va rajouter des personnages, on va rajouter des péripéties, mais l'histoire tourne toujours un peu en rond. N'empêche que ça fait partie des grands classiques du manga, évidemment, et ce serait dommage de passer à côté. Même si, voilà, je vous l'ai dit, c'est une série qui n'est pas respectée, puisque ça fait partie des séries de l'autrice. Déjà, je pense que c'est la seule série qui n'est plus disponible. Tout le reste est encore commercialisé, sous une édition ou l'autre, qui n'est pas forcément à chaque fois la meilleure, mais qui a au moins le mérite d'exister. Alors que celle-ci, tout ce qu'on trouve dans le commerce, c'est encore une fois un recueil, et donc vous avez une vingtaine de volumes comme ça, qui sont quand même assez épais. Autant dire que résumer ça en 2 tomes de Perfect Edition, on est très très loin du compte. Pour la lettre V, nous allons citer Les Vacances de Jésus et Bouddha. Une des rares séries qui est encore en cours, mais qui sort assez lentement, on va pas se le cacher. C'est un manga qui est purement humoristique. Alors l'humour, c'est toujours compliqué. Soit on rentre dedans, soit on rentre pas dedans. Donc ça va dépendre vraiment de chacun d'entre vous. Si vous aimez le genre, vous allez vous régaler. Si vous n'êtes pas sensible à ça, passez votre chemin, parce que c'est ça pendant 20 tomes. Vous allez vous faire chier. L'autrice d'ailleurs a beaucoup d'humour, puisque elle-même avait dit « Je voulais faire un manga qui se vende ». Et pour faire un manga qui se vende, il faut un personnage que les gens connaissent. J'ai donc tapé sur Google le personnage célèbre, et les 2 personnages les plus célèbres que Google m'a sortis, c'est Jésus et Bouddha. Fait bon, bingo, on est parti, on part là-dessus. Et donc, ce manga raconte l'histoire de Jésus et Bouddha, qui en ont un peu marre d'être toujours au paradis, en train d'aider les gens, de répondre aux prières et tout ça, et qui décident de faire une pause, de partir en vacances, et vont s'installer en colocation au Japon. Évidemment, donc on est sur de l'humour, puisque tout joue là-dessus, et je vais même aller plus loin, une petite connaissance de la religion est un peu intéressante pour comprendre certaines subtilités de l'humour, puisque eux vont vivre parmi le commun des mortels,
Mais par exemple, ils doivent cacher leur divinité. Parce que bah, Bouddha, il va avoir une aura brillante autour de lui quand des gens le reconnaissent ou prient Bouddha. Ce qui fait, parce qu'ils ne doivent pas se faire capter, évidemment. Jésus a peur que les humains le chopent pour le recrucifier un petit coup. Donc il se méfie de ça. Ils doivent payer leur loyer. Et le loyer, pour ça, il faut de l'argent. Et l'argent, en fait, c'est les prières des gens qui est transformé en pognon sur leur compte en banque, des trucs comme ça. C'est vraiment plein d'humour axé sur les religions. Ça marche vraiment bien, mais encore une fois, il faut être friand de ce genre de détails. Alors, autant côté religion catholique, j'avoue que je choque pas mal les références, trompette du jugement dernier, les trucs comme ça. Autant le bouddhisme, bon, j'ai des manques, ça ne m'empêche pas quand même d'apprécier. Et rien ne vous empêche de vous renseigner un petit peu la tentation avec le démon qui essaie de tenter Bouddha pour le remettre dans le cycle des réincarnations. Genre là, il lui envoie des spams par internet, des trucs comme ça. Franchement, ça marche bien. Pour le W, cette fois-ci, on va prendre un petit manoir qui s'appelle Witch Hunter. Alors, c'est pas tout récent, ça sort encore, mais encore une fois, très rarement, malheureusement. C'est publié dans un centre de lecture francophone. Et oui, il est à l'envers, celui-là. Et ça fait partie des mangas manois les moins chers du marché. Encore ceux-là, c'est peut-être un des rares mangas qu'on peut encore trouver à moins de 6 € dans le commerce. En tout cas, pas beaucoup plus cher. On est sur du pur shonen qui marche bien, puisque donc là, on est dans un monde totalement différent du nôtre, qui est tombé sous la coupe de sorcières. C'est des saletés, et leur gros plaisir, c'est de pourrir l'humanité. Surtout 4 d'entre elles, hein, la grande sorcière du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, qui sont assez intestables. Heureusement, l'humanité a quand même une lueur d'espoir dans la personne des Witch Hunters. Les Witch Hunters, ce sont des guerriers spécialisés dans la chasse aux sorcières et dans la protection du genre humain. Chacun est aidé en général par un familier, et donc le héros principal, lui, est aidé par un familier en forme de citrouille, qui est plutôt chouette. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a même des sorcières dans le camp des Witch Hunters, parce que certaines sorcières sont plutôt sympas et aident même l'humanité à s'en sortir. Un bon petit shonen, franchement, d'histoire, ça marche pas mal. C'est pas très cher, c'est pas très long non plus. Il y a combien de volumes? Je l'ai noté ça quelque part. Voilà, il y a 25 volumes aujourd'hui. Alors là, l'autrice a eu des problèmes de santé, ce qui explique que la publication a été interrompue assez longtemps. Mais ça reste franchement pas mal, ça se lit plutôt bien. Pour la lettre X, et c'est là où je suis vraiment dans mes derniers retranchements, puisque je n'en possède que 2, et si j'ai parlé de XBet la première fois, ma seule solution ici, c'est de vous parler de XXX Holic de Clamp, qui ressort à l'heure actuelle, mais ça c'est la vieille édition, qui est plutôt stylée. Ici, il y a des pages qui sont bleutées, mais en fait ça change. Chaque tome a des pages de couleurs différentes. Bon, celui-là, j'ai même pas fini ma lecture. Comme beaucoup de mangas, je suis très en retard dans ma palle. D'ailleurs, quand j'ai fait la liste, il y a plusieurs mangas où je fais « Ah, celui-là, je le mettrais bien, c'est dommage, je l'ai pas lu ». Donc j'ai quand même fait l'effort de lire ce tome-ci, pour au moins ne pas avoir l'air trop con quand j'en cause. Mais donc c'est l'histoire de ce personnage-ci, qui a le pouvoir de voir les esprits, et c'est un pouvoir qui le fait chier. Il veut absolument s'en débarrasser, et il va rentrer dans une maison d'antiquité, tenue par cette fille-là, qui est en fait une sorcière. Ils vont passer à un pacte. S'il accepte de devenir son larbin, elle va exaucer son souhait de ne plus voir les esprits. Le problème, c'est que, un peu comme le principe de l'échange équivalent dans Fullmetal Alchemist, plus le souhait est compliqué, plus ça va lui coûter cher. Et donc, il va devenir une sorte de détective du monde spirituel aussi pour elle, et va l'aider à résoudre des affaires. Ça fait partie du Clamp Universe, puisque ça fait encore partie de toutes ces histoires qui sont assez imbriquées, notamment si vous avez lu Tsubasa Reservoir Chronicle. On fait aussi référence à ce manga-là. C'est un manga qui a à se procurer. Heureusement, il est ressorti actuellement, et vous pouvez vous faire plaisir. Petit truc rigolo, j'ai regardé d'autres mangas en X pour voir si vraiment ça ne se trouvait pas. Évidemment, il y a sûrement un petit hentai par-ci par-là, mais ici, ce n'est pas le but de cette vidéo-là.
Et il y a X de Clamp, sauf que X de Clamp, bah, c'est un manga qui a été mis en pause il y a 20 ans et jamais repris. Donc même si ça sort, j'avoue que je ne suis pas très motivé à prendre un manga qui n'a pas de fin. Enfin, un de plus, me direz-vous. Allez, on approche du bout. La vidéo est beaucoup plus longue que l'autre, mais évidemment, je n'allais pas vous faire l'offense d'expliquer ce que c'est Dragon Ball ou ce que c'est One Piece. Ici, puisqu'on parle de manga dans le fond à gauche, ça valait quand même le coup de s'épancher un peu plus, même si j'aurais vu, j'essaie d'accélérer sur la fin. Et donc, pour le Y, nous avons Your Lie in April, donc ton mensonge en avril. Très belle petite série donc sur le thème de la musique, qui est terminée en 11 volumes, et qui va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui a été un prodige du piano. C'est-à-dire que enfant surdoué, sa mère l'a drillé comme c'est pas possible, et un jour, donc il va littéralement faire un blocage, donc sa mère va décéder, et lui va vraiment faire une absence, c'est-à-dire que il n'entend plus la musique. Même quand il joue du piano, il n'y a plus aucun son qui rentre dans sa tête, c'est un vrai blocage, il est coincé. Cependant, on va arriver dans sa vie, quand il va passer au collège ou au lycée, il va monter d'une classe, il va faire la rencontre de cette fille-ci, qui elle est très douée aussi, pareil, c'est aussi une enfant prodige, mais elle plutôt du violon, qui va déjà l'aborder en lui disant qu'elle a flashé sur son meilleur pote et qu'elle aimerait bien qu'il joue les entremetteurs, parce que c'est lui dont on parle, et elle va essayer de lui redonner goût à la musique, en tout cas le faire remonter, suivre son blocage et remonter sur scène, parce qu'elle trouverait ça cool que faire un petit duo, hein, elle au violon et lui au piano, ça pourrait être chouette. Très touchant aussi, vraiment un manga très axé sur la psychologie. La musique est aussi importante, mais c'est pas comme un Beck ou comme un Blue Giant où on va vraiment apprendre la musique, puisqu'on part sur des personnages qui dès le début sont des musiciens accomplis. Ils ont fait des concours, ils ont déjà gagné des prix. On va pas découvrir la musique avec eux, découvrir la maîtrise d'un instrument, c'est pas le but principal. C'est vraiment de la psychologie et des sentiments, avec une fin très touchante aussi. Assez dur à voir venir, on va dire. Hop là. Et on va terminer la lettre Z, pareil, très peu de choix aussi, mais on va prendre un petit Jiro Taniguchi, un zoo en hiver. Hop là. Évidemment, qui dit Taniguchi dit dessin qui valent le coup. Alors c'est pas celui qui est le plus connu de Taniguchi évidemment, mais c'est vraiment un excellent. En tout cas moi j'aime beaucoup cette période-là. Moins fan de la période Hard Boiled évidemment. Ça va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui est salarié, et il travaille dans une usine dans une manufacture de cravates, si ma mémoire est bonne. Et il va décider de prendre le risque d'abandonner donc son salaire garanti pour rejoindre la capitale et s'adonner à sa passion qui est le dessin. Alors évidemment, on est dans les années 60, donc période où c'est quand même risqué de se lancer dans le manga. Le manga n'est pas ce qu'il est aujourd'hui, évidemment, donc n'est pas abouti. C'est vraiment un beau petit récit qui va aussi parler de l'art du manga il y a un certain temps. Et petite saveur supplémentaire, même si ce n'est pas purement autobiographique, l'auteur, évidemment, a mis de lui dans son récit, puisque lui-même a commencé à cette période-là. Donc on va retrouver évidemment tout ça pareil, les dessins et tout ça, la ville natale, c'est la ville natale de Jiro Taniguchi lui-même. Donc ce qu'il dessine est toujours très juste, parce que lui l'a vécu, c'est comme ça que c'était à l'époque. Donc un bon petit manga de Taniguchi, si jamais vous ne l'avez pas lu, et si vous vous intéressez aussi vraiment à la culture manga, c'est un incontournable qui mérite d'être dans votre collection. Voilà, on est arrivé au bout. Ouf, encore une vidéo bien longue, j'espère que vous avez réussi à tenir jusqu'au bout, et surtout que vous avez fait des belles découvertes. D'ailleurs, n'hésitez pas.
Je ne vais pas vous demander de refaire votre liste à vous, même si, pourquoi pas, si vous ne l'avez pas fait la première fois, faites-vous plaisir et tentez l'expérience. J'adore vous lire, quoi qu'il en soit. Mais, par exemple, essayez de me dire, j'ai essayé de trouver évidemment des mangas peu connus, mais quali. Combien est-ce que, sur les 26 que j'ai proposés, vous connaissiez? Ça, je suis curieux. Ce que j'ai tapé dans le lot. Ma théorie, c'est que vous en connaissez, vous devez quand même en connaître pas mal, parce que j'ai remarqué que, sans me vanter, ma petite communauté, c'est quand même des gens qui ont un certain goût et une certaine culture du manga. D'ailleurs, si vous êtes ici, c'est que vous avez quand même du goût, puisque c'est la preuve que vous cherchez à aller plus loin que le mainstream, et c'est une grande qualité selon moi. N'hésitez pas évidemment à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça montre que vous appréciez ce que je fais. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!